Chapitre 2. L'Unis. Aqualus apparaît devant Jacques à son réveil. Je vous apporte des vêtements propres. Dès que vous serez prêt, rejoignez-moi dans le réfectoire. Jacques, réveillé, est toujours dans l'inconcevable. Mais une fois prêt, il retrouve Aqualus attablé devant un petit déjeuner. Il lui demande. Aqualus, suis-je en plein rêve, aidez-moi à me réveiller. Non, Jacques, vous ne rêvez pas, mais je vous aiderai. Cela dit, Jacques reprend un peu confiance et quelques questions lui viennent. Hier, vous sembliez étonné de ne pas connaître la France. Quoi de plus normal pour un être d'un autre monde de ne pas la connaître en effet, mais le plus curieux à cet instant. Et depuis que nous nous sommes rencontrés, nous parlons tous français, ce qui signifie que vous n'êtes pas si ignorant de mon pays. Jacques, nous ne parlons pas français. Notre langue est la langue. Elle est universelle, comprise et parlée par tous les êtres humains. Même les sons et les cris des nourrissons sont la langue, et nous les comprenons dès leur naissance. N'est-ce pas comme cela chez les terriens? Non, sur Terre il y a plus de 100 langages et 3000 dialectes. C'est étonnant, Jacques. La Terre doit être une planète très curieuse. Aqualus, je suppose que pour l'écriture il y a quand même des règles et des signes, comme nous avons l'alphabet et les chiffres. Non, Jacques. Pour l'écriture, nous ne connaissons qu'une seule façon, et je suppose que vous êtes capable de lire nos textes, vu que vous nous comprenez. Aqualus fouille dans ses poches et sort un papier qu'elle montre à Jacques. Lisez ces inscriptions. Général Aqualus, merci de nous rejoindre des réceptions de ce message au quartier général de l'amiral Golev. Voyez, vous lisez comme moi. En effet, Jacques comprend ce texte. Pourtant, sur ce papier, n'apparaissent qu'une suite de couleurs, comme un arc-en-ciel de différents tons et grosseurs. Vous le comprenez, Jacques, parce qu'il est inscrit l'aura des mots. Chaque mot forme une couleur et parle directement à votre pensée. Pour écrire ces mots, il suffit d'un crayon de cristal poreux qui dépose sur son support vos pensées. Votre technologie doit être très avancée pour de telles choses. Notre langue et notre écriture existent depuis que nous sommes, et sont des éléments naturels que nous détenons comme des réflexes. Vous êtes dans notre nature, Jacques, et vous possédez notre langue, notre écriture. Vous êtes humain comme nous. Sur ce fait, Aqualus emmène Jacques au poste de pilotage, une vaste salle où sur 3 côtés apparaissent une vue du ciel où les étoiles semblent en mouvement. Le capitaine Starker les accueille. Bonjour, monsieur Briand. J'espère que votre première période de sommeil dans le Conquérant, mon vaisseau, a été reposante. Nous devons passer encore 10 périodes de sommeil avant d'arriver à l'Unis. Nous ferons en sorte que ce voyage se passe au mieux pour vous. Je vous remercie, capitaine, mais je ne souhaite qu'une chose, c'est retourner chez moi. Tout ce qui s'est passé depuis ces dernières heures est tellement irréel pour moi, terrestre. Je me demande encore ce que je suis venu faire ici, et ne trouverai de répit que lorsque je serai de retour parmi les miens. Soit je vous comprends, monsieur Briand, et s'il nous est possible de vous ramener sur Terre un jour, ce sera avec joie, et j'espère en avoir cet honneur. Mais maintenant, nous devons retourner au plus vite sur l'Unis. Aqualus intervient. Jacques, nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème, mais maintenant suivez-moi. Je vais vous présenter à l'équipage, et ensuite je vous emmènerai à la bibliothèque. Vous m'y obligez presque, Aqualus, mais c'est avec plaisir. Aqualus présente ainsi les membres d'équipage, hommes et femmes, et quelques couples mariés, évitant les problèmes de solitude spatiale. Jacques et Aqualus finissent leur périple dans la bibliothèque. Jacques assis, a l'air songeur. À quoi pensez-vous, Jacques? Pourquoi ne m'avez-vous pas ramené sur Terre, alors que nous étions tout proches après mon enlèvement? Pourquoi Starker semble-t-il pessimiste sur les chances d'y revenir? Jacques, vous insistez. Je n'ai pas voulu vous en parler tout à l'heure, mais il y a plusieurs raisons à cela. Ah oui? Lesquelles? Vous me faites des cachotteries? Il me semble que vous ne voulez pas me ramener. Vous prétendez être meilleur que les Goloks, mais je suis en prison ici, même si c'est une prison dorée. Calmez-vous, je vous en prie, écoutez-moi. Oui, je suis général, je suis militaire. Nous avions un but en venant vous chercher, et nous vous amènerons sur l'Unis. Mais sachez que ce sera au prix de nos vies si c'est nécessaire. Mais le plus grave est que nous ne vous ramènerons pas sur Terre, car nous ne connaissons pas la position stellaire de votre astre et de votre étoile. Les Goloks ont pris soin, avant notre attaque, de les détruire, et leurs officiers ont tous péri. Alors, nous revenons bredouilles,
avec vous, et peut-être les Goloks ont-ils transmis les coordonnées à leur monde et maintenant préparent une attaque contre la Terre pour y chercher cette graine d'étoile. Jacques se sent nauséeux, ne répond pas. Il se met la tête dans les mains et sanglote. Ne vous rendez pas malade, Jacques, soyez fort, devenez fort, aidez-nous, aidez votre peuple. Aidez-vous. Cherchons cette vérité qui nous fait courir tous, et trouvons-la. Je sais que vous le pouvez. Vous ne connaissez pas vos possibilités. Cet appel sort du fond de son cœur. Que voit-elle en lui? Son intonation laisse paraître, pour la première fois, d'autres sentiments. Elle saisit les mains de Jacques pour en découvrir son visage. Il redresse la tête en ouvrant les yeux. Il découvre une nouvelle Aqualus. Ses yeux sont brillants et quelques larmes lui perlent. C'est une femme qu'il a devant lui. Sa beauté lui fait face. Ses cheveux, trop courts, ne peuvent plus cacher sa vraie nature. Il saisit à son tour le visage d'Aqualus et lui dit: que pourrait faire un vendeur d'aspirateurs aussi peureux, aussi faible, aussi égoïste, aussi ignorant que moi contre tout un peuple ennemi? Pour la terre et pour d'autres peuples, un humain ne peut rien. Mais Aqualus, si vous m'accompagnez, tant que vous resterez avec moi, j'aurai la force de vivre et de lutter pour la justice et la vérité que les hommes recherchent. Pour la première fois de sa vie, Jacques sent une force étrange monter en lui. L'appel d'Aqualus est son appel. Son cœur cogne de joie dans sa poitrine, car il se sent proche d'elle. Il a un but aujourd'hui. Jacques, vous réussirez, car vous n'êtes plus seul. Je serai avec vous, et beaucoup d'autres nous aideront. La vie nous attend, j'ai confiance en vous. Je serai votre conscience dans ce monde inconnu. Depuis l'arrivée de Jacques dans la prison Golok, Aqualus sait que c'est lui son âme sœur. Elle enfuit depuis leur première rencontre ce sentiment au fond d'elle. Jacques, lui, n'a pour sa part pas eu le temps de laisser place au sentiment. Il a subi un tel choc au moment de son enlèvement que son cœur est resté longtemps fermé. Mais l'amour est universel, et les coups de foudre existent même à 100 000 années-lumière. Hélas, elle sent que le moment n'est pas venu encore de déclarer sa flamme. Maintenant, l'Uni s'approche. Jacques explique à Aqualus la vie sur Terre et essaie de détailler l'histoire, la géographie, les sciences, la politique et les religions. Aqualus, elle, montre à Jacques des photos, des cartes, des documents historiques sur l'Unis. Depuis qu'ils sont dans le vaisseau, Jacques et Aqualus ne quittent pratiquement plus la bibliothèque, espérant assimiler le maximum de connaissances sur leurs civilisations respectives. Aqualus est très intéressée par les religions, car elle n'a pas sur son monde de choses similaires. En effet, tous les lunis pensent qu'ils sont autocréateurs, qu'ils ont toujours existé. Ainsi, aucun rite, aucune croyance n'existe chez les lunis, mais seule la certitude d'être et d'avoir toujours été. Le grand drame, depuis le passage du messager, dit Aqualus, est que notre peuple commence à avoir peur de la mort, car notre principe de vie basé sur l'énergie mentale est en train de diminuer fortement, et si nous perdons complètement notre force mentale, c'est la fin de notre vie éternelle, d'autant plus que la stérilité de notre peuple semble aujourd'hui irréversible. Ainsi, Jacques commence à comprendre pourquoi la perte de la croyance originelle va peut-être créer l'effondrement de la civilisation lunis. Le signal d'approche de la planète retentit et tire Jacques et Aqualus de leur méditation. L'Unis apparaît devant eux. Jacques découvre une sphère encore plus verte et plus bleue qu'elle n'était sur les photos. Les océans y sont étendus comme de grandes taches sur un tapis de végétation immense recouvrant la planète. 13 000 kilomètres terriens de diamètre et seulement 100 millions d'habitants. La planète est le grenier de l'Empire Lunis, et tout y est réalisé pour maintenir un équilibre écologique en harmonie avec les habitants. Le conquérant ne se posera pas sur Lunis, tout comme les autres vaisseaux faisant partie de l'expédition. Il restera en orbite et stationnera autour d'un spatiodrome orbital. Le capitaine Starker place l'engin sur l'orbite indiquée par les contrôleurs spatiaux, et en quelques instants apparaît la station. « Allons-nous dans la station, capitaine ?» demande Jacques. « Non, pour notre part, nous arriverons à l'aéroport, mais une fois cette manœuvre effectuée, nous prendrons place dans une spatio-vedette et nous descendrons sur l'Unis pour nous rendre dans notre capitale. » Jacques est impressionné à la vue de cet immense satellite artificiel. « Aqualus, dit à Jacques, nous aurons peut-être l'occasion d'y venir, mais maintenant nous devons vous présenter au conseil de la dictature. » Ces mots sonnent mal aux oreilles de Jacques, qui demande à Aqualus: « Vous vivez sous le joug d'un dictateur ? » « Absolument pas.
Nous aimons tous notre chef, lui et sa famille ont toujours guidé notre peuple pour le meilleur. Mais en réaction contre l'empereur Belgius, un jour l'un d'eux décida de se nommer ainsi. Pourquoi pas? Le capitaine donne ses dernières instructions au cristal pensant appelé CP. L'ordinateur doit être son ancêtre. Starker, Aqualus et Jacques rejoignent la vedette de transit. C'est un petit vaisseau spatial miniature. Quelques minutes plus tard, la vedette pénètre dans l'atmosphère lunis et se dirige vers une ville située au bord d'un océan. Ils vont maintenant vers un bâtiment de plus faible hauteur, mais très étendu. La vedette se pose. Où sommes-nous? Demande Jacques à Aqualus. C'est notre base militaire sidérale. De là, nous prendrons une voiture pour nous rendre au parc gouvernemental. La rampe d'accès de la vedette s'ouvre. Aqualus invite Jacques à descendre à l'extérieur. Jacques se retrouve sur un monde tout nouveau pour lui. La lumière de l'étoile de Lunis lui inonde le visage. Ses yeux ne sont plus habitués au soleil naturel depuis plusieurs jours. L'air y est doux et agréable. « Comment vous sentez-vous, Jacques » demande Aqualus. « Bien. Ce pourrait être la Terre. Et votre planète pourrait être la mienne. Avec vous, si votre monde m'acceptait. » Il vous acceptera, Jacques. Mais vous devez penser avant tout au vôtre et ne pas oublier ce pourquoi vous êtes là. Avec vous, Aqualus, je n'aurai pas de mal à oublier la Terre et les Goloks. Je le sais, Jacques. C'est pour cela qu'il faudra enfuir vos sentiments en vous le temps nécessaire, car notre mission est importante pour tous et passe au-delà de notre intérêt personnel. Jacques crispe un peu son visage après la réflexion d'Aqualus, mais celle-ci ajoute. Le jour viendra. Jacques sourit. La voiture s'est avancée. C'est un véhicule qui n'a rien de commun avec les voitures terrestres. Après quelques instants de vol, le véhicule pénètre par une large ouverture dans un des édifices souterrains du parc du Conseil. Au bout, elle s'arrête devant une lourde porte aussi haute que large. Aqualus dit à Jacques. Actuellement, on contrôle nos identités. Mais, comme vous êtes inconnu par les services de sécurité, cela va prendre un peu plus de temps. Une minute plus tard, la lourde porte coulisse. La voiture s'avance encore pour s'immobiliser enfin. Ici, 3 agents s'avancent devant le véhicule. Général Aqualus, bienvenue. Suivez-nous avec vos compagnons. Le conseil vous attend. Aqualus s'avance, précédé de Jacques. Starker les suit. 3 hommes sont assis derrière une immense table en forme de fer à cheval. Jacques et Aqualus se trouvent au centre du demi-cercle. Un homme à la grosse tête chauve leur fait face. Il semble avoir au moins 50 ans. Il a le regard dur, c'est le grand dictateur. À sa gauche, un homme plus jeune, que ses cheveux blonds et son regard enfantin rendent plus sympathique. Il est le conseiller. À droite, un enfant. Il a peut-être 10 ans, mais ses yeux jaunes et pénétrants lui donnent un air tueur. Le vieil homme dit « Bienvenue, général Aqualus. Ne perdez pas de temps et dites-nous ce que vous avez pu apprendre sur la graine d'étoile. Le temps presse et la force psychique Lunis décroît encore. Et le plus à craindre est une attaque Golok contre Lunis. Nous ne pourrons plus résister très longtemps si les choses ne s'améliorent pas, bien que nos éléments psychiques les plus forts s'occupent de maintenir le champ protecteur de la planète. Ils ont parfois quelques troubles inquiétants. Ceci dit, nous vous écoutons. » Aqualus prend la parole et fait le récit de sa mission. Elle en arrive aux entretiens qu'elle a eus avec Jacques à bord du Conquérant au sujet de leur monde et des religions terrestres. Elle dit ensuite. Hélas, la graine d'étoile ne semble pas connue sur Terre et reste un mystère total pour les terriens. Mais nous avons de commun qu'il y a 2000 ans, un Messie est apparu aussi sur leur planète. Mais il parlait d'amour, pas de graine d'étoile. Du reste, il disait être le fils du Créateur. Jacques Briand se dit ignorant, mais je pense que les connaissances de Jacques alliées aux nôtres pourront aider notre peuple, et les terriens maintenant menacés, pour trouver cette graine d'étoile. Je crois qu'il nous faut trouver le point commun entre la Terre et Lunis, afin de savoir pourquoi la Terre est la clé du mystère. Le grand dictateur dit alors. Concernant un créateur, cette croyance terrestre est absurde, général Aqualus, vous le savez bien. Nos principes d'autocréation existent depuis notre origine. Mais nos origines remontent à plus de 6000 ans, époque à laquelle nous sommes arrivés sur Lunis. Au-delà, nous n'avons aucune trace de notre civilisation, tandis que sur Terre, leur histoire commence bien avant. Les premiers humains vivaient il y a 7 millions d'années. Il semble qu'il y ait un point de connexion entre nos deux mondes, qui remonte à environ 6000 ou 6500 ans, et je propose que vous nous aidiez à retrouver ce point de contact. Pour cela, il faudrait que je puisse consulter vos archives personnelles. Peut-être pourrions-nous y trouver des informations sur nos origines.
Si la terre en est la source, nous connaîtrions peut-être la raison qui aurait séparé nos peuples. Alors nous pourrions rectifier le désordre qui règne aujourd'hui sur notre monde et retrouver notre équilibre. Général Aqualus, tout cela n'est que spéculation. Nous ne pensons pas être descendants des terriens. Et si tel était le cas, ce terrien aurait nos facultés psychiques ou celles des Goloks. Or, il ne semble pas les posséder. Père, dit l'enfant, je souhaite interroger le terrien. Peut-être a-t-il quelques révélations à nous faire, qui nous permettront de juger de ses origines et d'y voir cette relation qu'il y aurait entre l'Unis et terrien. Je vous l'accorde, mon fils. Ainsi, c'est le fils, se dit Jacques. Approchez-vous, monsieur Briand, et regardez-moi dans les yeux. Jacques s'approche sans crainte, sans même se retourner vers Aqualus, et regarde dans les yeux l'enfant terrifiant au regard maléfique. Un faisceau de couleur vert inonde leurs yeux. Monsieur Briand, qui êtes-vous? Demande l'enfant. Jacques semble être sous état d'hypnose et parle. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ces mots, Jacques s'entend les prononcer pour la deuxième fois. L'enfant tremble et pleure, se blottissant contre son père. Puis il se redresse et dit. Il est des nôtres, il dit la vérité, il a le cœur pur. Père, il faut l'aider, il nous aidera. Mon fils a dit, il en sera ainsi. Le troisième homme, le conseiller, se lève et prend la parole. Terrien, tu vivras. Bienvenue parmi les Lunis. Qu'il soit mis à ta disposition tout ce dont tu auras besoin pour effectuer ta mission. À ce moment, un effroyable tremblement secoue tous les murs et les sirènes retentissent. Des panneaux entiers de murs s'effondrent et blessent le grand dictateur. Tout le monde est au sol, parmi les décombres. C'est une attaque Golok. Aqualus se précipite sur le vieil homme pour le soutenir dans sa douleur. L'enfant semble inanimé sur le sol, tandis que Jacques émerge des décombres avec Starker. Seul le troisième homme semble mortellement blessé. Le grand dictateur, le visage contrit par la douleur, fait signe à Aqualus d'approcher son visage et lui dit « Il faut vous rendre sur Képhren. Là vous trouverez l'histoire de... » Et l'homme perd connaissance. Un aide de camp dit « L'attaque est imminente. Que toutes les personnes étrangères au conseil sortent de cette pièce. » Bientôt le grand dictateur et son fils sont emmenés à l'abri. Aqualus fait signe à Jacques et Starker de la rejoindre. Ils sortent. Une fois à l'intérieur de l'automobile, elle leur dit « Il faut quitter l'Unis sans tarder. »« Pour aller où ?» demande Jacques. « Nous partons pour Képhren, une planète située à l'extrémité de notre galaxie. »« Il faut rejoindre le conquérant, dit Starker. Je vais immédiatement faire savoir que nous nous préparons à partir. » Malheureusement, aucune réponse télépathique ne lui parvient de son vaisseau. Le conquérant ne répond pas, dit-il avec stupéfaction. Nous sommes peut-être encore trop en profondeur, dit Aqualus. Nous n'avons pas encore quitté la galerie qui est équipée d'écrans antitélépathiques. Mais le bout de la galerie est déjà franchi par l'automobile et toujours aucune réponse. La voiture se pose maintenant non loin de leur astro-vedette. L'aire de stationnement est envahi par une foule de militaires qui courent dans tous les sens. C'est l'état d'alerte. Il faut que je me rende à la base militaire, dit Aqualus. J'ai des informations à y prendre au sujet de Képhren. Jacques, venez avec moi et vous, Starker. Essayez encore par tous les moyens de prendre contact avec le conquérant. Nous serons de retour au plus tôt. Jacques et Aqualus remontent dans la voiture, qui les dépose à la porte principale du bâtiment, où un garde invite Aqualus à s'identifier. Un halo lumineux bleu entoure Aqualus quelques secondes, puis disparaît. Jacques, dit Aqualus, approchez-vous à votre tour de l'identifiant. Nous allons vous enregistrer sur notre banque mémoire des membres de la base, car sinon vous ne pourriez pas pénétrer dans le bâtiment. Jacques se place devant le halo bleu, il l'entoure à son tour, cela dure 30 secondes. Voilà Jacques, vous êtes maintenant identifié, nous pouvons entrer. Après avoir rejoint les sous-sols, Aqualus demande au bibliothécaire automatique toutes les documentations sur Képhren. Quelques instants plus tard, un seul livre est acheminé par convoyeur automatique. Jacques, prenez-le et repartons. De retour à la sortie de la base, la voiture a disparu. Garde, où est notre voiture? Elle a été réquisitionnée par ordre du commandement militaire, comme tous les véhicules et vaisseaux militaires existants. Ne perdons pas de temps, Jacques. Courons rejoindre la vedette. Le kilomètre qu'ils parcourent leur semble interminable. Autour de la vedette sont postés 4 gardes. Et Starker semble parlementaire avec eux. Aqualus le rejoint. Vous avez des problèmes, Starker? Oui, notre vedette a été réquisitionnée. Les gardes m'ont obligé à la quitter. Leurs ordres sont stricts.
Je suis le général Aqualus, missionné par le gouvernement, et je vous ordonne de nous restituer cette vedette. Le sous-officier salua Aqualus et dit: Général, montrez-moi votre ordre de mission et je vous laisserai partir. Je n'en ai pas, car lorsque nous avons été investis par le Conseil de la dictature, l'attaque Golok a frappé le parc gouvernemental, et le conseiller a été tué. Le grand dictateur a été blessé, et nous avons dû repartir sur le champ. Je suis désolé, les ordres sont stricts. Sans ordre de mission, vous ne passerez pas. Et les 4 gardes dirigent leurs armes sur nos amis. Écartez-vous, ou je ne réponds plus de rien, dit Aqualus. Puis elle s'avance vers les gardes, qui, au moment de faire feu, d'un regard sont projetés en l'air à plus de 20 mètres, et retombent sur le sol sans connaissance. Allons-y vite, l'alerte va être donnée. Starker s'installe aux commandes de la vedette spatiale. Cap sur Kefren, mais avant tout, faisons louvoyer le vaisseau pour brouiller nos traces.